Non seulement maintenant, mais depuis tout le temps sur le Covid. J'ai jamais voulu faire le check ou n'importe quoi. Je serre la main et l'autre, il me présente le poing, alors je mets le poing. Mais d'abord, c'est la main. C'est la main. Et ça dépend comment tu tournes la main. C'est-à-dire, si tu mets la main comme ça ou tu mets la main comme ça, il y a une grosse différence. Donc, la poignée de main, pour moi, c'est la chose la plus importante qui existe dans une relation humaine. Alors, ça pourrait être aussi un bisou entre un homme et une femme, mais dans la relation professionnelle, la poignée de main, c'est le premier contact physique que tu as avec la personne, d'accord, quand je te dis pour la première fois, hein, et genre, juste avant, tu l'as eu au téléphone. Donc, cette poignée de main, c'est une sorte de langage non verbal que tu vas donner aux gens en une poignée de main. En une poignée de main, tu peux dire à la personne, écoute, je suis un mec soumis, je suis une grosse merde, tu pourras me négocier autant que tu voudras. Non, juste avec une poignée de main. Comme tu pourrais lui dire, écoute, fais attention à ce que tu fais parce que je suis un professionnel. Ou tu pourrais lui dire, écoute, on est au même niveau, donc fais gaffe à comment tu me respectes parce que je vais te respecter aussi. Donc, juste une question de poignée de main. Vraiment, ça dépend comment tu l'as fait, comment tu la tiens, comment tu serres la main, comment tu desserres la main, comment tu t'enlèves de la main de l'autre, etc., etc. Ouais, mais il y a tellement, tellement, tellement de petits détails qui font que où la personne, elle reçoit ton message qui n'est pas verbal du tout. Hein, oh, je fais confiance ou oh, je fais pas confiance. Et ça, ce langage non verbal, il est super important, y compris quand tu discutes avec quelqu'un pendant un rendez-vous. Euh, en fait, au départ, c'était l'histoire des fringues, mais c'est pas que les fringues. Les fringues, c'est une image que tu véhicules. Et c'est tout un truc global. Tu vois, par exemple, quand tu t'assois avec quelqu'un en rendez-vous, c'est très, 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 très important de lui faire comprendre à la seconde où tu t'assois avec lui en rendez-vous que tu es en phase avec lui. Très important. Et comment on fait pour être en phase avec quelqu'un? Vous savez, il y a une technique puissante. On limite. On quoi? On limite, mais pas singer. J'ai pas compris, j'ai pas entendu ce que il faut reproduire les mêmes gestes sans singer. Voilà, alors c'est ça, c'est le singer ou l'effet miroir, d'accord? C'est l'idée, c'est que par exemple, si quelqu'un il recule comme ça sur sa chaise, tu vois, toi tu dois reculer la même chose sur sa chaise, sur ta chaise. Et tu te mets, si le mec il s'approche parce qu'il est intéressé, tu t'approches parce que tu es intéressé. C'est ce genre de choses. Mais il faut pas le faire d'une manière flagrante. C'est-à-dire, si jamais le mec il fait comme ça tout de suite. C'est ce que je disais, faut pas le singer. C'est ça, exactement. Tu as raison, Franck. Je suis juste en train d'élargir ce que tu es en train de dire, mais tu as raison, 100%. Donc, l'idée, c'est que la personne ne se rende pas compte que tu fais ça. Si elle se rend compte que tu es en train de limiter, elle va se rendre compte et c'est fini la conversation. Elle est partie dans tous les sens et surtout, la personne, elle pense que tu es en train de faire ça pour la convaincre. Et nous, on ne veut pas. Donc, l'idée, c'est que tout de suite, elle te sente à l'aise. Par exemple, une des choses qui est très importante, c'est quand tu regardes la personne quand elle parle. Par exemple, si tu es quelqu'un de menteur, d'une manière générale, tu vas regarder la personne dans les yeux tout le temps quand elle parle. Rappelez-vous de ça, hein, c'est vraiment un détail important. Quand tu es un menteur ou quand tu triches ou quand tu es un voleur, tu regardes la personne en face dans les yeux. D'accord? Pourquoi on fait ça d'une manière naturelle quand tu mens? Parce que tu veux observer l'autre pour savoir s'il a compris que tu as menti ou il a gobé ce que tu es en train de dire. Donc, tu observes tous les détails. Mais c'est la réalité. C'est ce genre de choses que j'ai appris dans le poker, par exemple, parce que pendant toute la période du poker, j'ai lu tous les bouquins sur le langage corporel pour essayer de bluffer les gens et de comprendre ce qu'ils font, etc. Je t'assure, j'ai appris 50 millions de trucs sur des dizaines de bouquins sur le langage corporel non verbal, justement, dans le cas du poker, parce que tu dois réfléchir à son. Là, c'est très intéressant à travailler en parallèle. Il y a des gens, pas spécialement aujourd'hui, mais il y a plein de gens qui ont joué avec moi au poker quand ils sont venus en formation, parce que j'ai souvent fait ça. Et je t'assure que quand tu joues avec moi, tu as l'impression que je suis un scanner et tu as l'impression que je lis dans tes pensées. Parce que je vais te dire les cartes que tu as entre les mains. Je vais te le dire, ou je vais te dire à peu près les cartes que tu as entre les mains. Parce que j'arrive à t'observer et j'arrive à comprendre quand tu es fort, quand tu es faible, quand tu as envie, quand tu n'as pas envie, quand tu es génial, quand tu n'es pas génial, quand tu bluffes, quand tu manges. Je sais tous ces trucs-là. Pas parce que je suis pas parce que je suis demain, parce que je regarde les micro-expressions, je regarde son gestuel, je regarde plein de trucs. Donc, par exemple, comment? Les tels. Ouais, les tels, exactement. Les tels. Exactement. Et donc, l'idée, c'est il y a plein de petits détails quand tu fais du business. En fait, pour moi, le poker, c'est du business. Hein. Pour moi, c'est pour ça que j'ai adoré ce jeu. Parce que tu joues avec des gens, tu parles avec des gens, tu manipules les gens, tu expliques les gens, tu convaincs les gens, tu les comprends, etc. Pour moi, c'est le même principe que le business. Et donc, une des choses que tu dois absolument faire quand tu veux convaincre quelqu'un, c'est de ne pas le regarder dans les yeux, justement. C'est de lui parler normal. C'est-à-dire, quand tu regardes dans les yeux, les gens comprennent que tu es en train de mentir. Et s'ils ne le comprennent pas, ils vont le sentir. Et toi, ça veut dire que tu mens déjà. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, quand tu parles avec quelqu'un, normalement, des fois, tu as ton regard fuyant, tu réfléchis, tu penses, tu regardes en haut, tu regardes en bas, d'une manière normale et naturelle. C'est ce qui se passe d'une manière générale. Et si tu regardes tout le temps la personne fixe dans les yeux, elle va avoir peur de tout ce qu'elle va faire comme mouvement. Elle va avoir peur parce qu'elle sait qu'elle est scrutée. Et ça, c'est vraiment dangereux, tu vois, dans la relation humaine avec les personnes. Donc, déjà, ne regarde pas les gens dans les yeux parce que les gens qui comprennent un peu le langage corporel, ils vont croire que tu mens.
parce que c'est un signe de mensonge. D'accord? Maintenant, il y a un autre truc. Tu vois, Fred, comment tu te tiens là? Tu as les bras croisés. D'accord? Les bras croisés, ça veut dire deux choses. Ça peut dire deux choses. Une chose, c'est que tu n'es pas intéressé par ce que je dis. D'accord? Ouais, c'est ça. Tu n'es pas intéressé par ce que je dis. Voir que tu es contre ce que je dis et tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, ça s'appelle un autocâlin. Un autocâlin. Un autocâlin, oui, c'est le terme. C'est un autocâlin. Ça veut dire que tu te fais un câlin pour te rassurer, comme si quelqu'un te prenait dans les bras. Parce que tu es en situation de stress ou de peur ou de trucs. Et tu fais ça. Alors, je ne dis pas que c'est ça. Parce qu'après, il y a la troisième chose. Donc, les deux signes qui pourraient être existants, c'est que ou tu n'es pas intéressé, tu es fermé à la discussion et tu n'as pas envie qu'on discute, ou tu es contre ce qu'on te dit, mais tu respectes l'autre alors tu fermes ta gueule. Donc, ça, c'est une possibilité quand tu croises les bras. Une autre possibilité, c'est que tu as peur de la situation, tu es stressé, donc tu croises les bras pour te rassurer toi-même. Alors, croiser les bras pour se rassurer, ce auto-câlin, il est la même chose quand quelqu'un ne fait pas le croisement des bras, mais tu vois qu'il croise ses jambes. Tu vois qu'il croise ses jambes pour ne pas montrer qu'il croise ses bras. Donc, il faut prendre les choses dans le contexte. Et maintenant, la troisième possibilité, c'est qu'il n'y a rien de tout ce que je viens de dire qui est vrai. C'est-à-dire que c'est possible que c'est ta posture naturelle quand tu parles avec les gens. Donc, l'idée, c'est de prendre toujours le signe que tu vois dans le contexte. C'est-à-dire, si je te connais un tout petit peu et que je vois que tu es toujours comme ça, donc je ne peux pas dire que ça, c'est parce que tu n'aimes pas ce que je dis. Tu comprends? Mais là, tu as bien remarqué la première solution. Ouais. C'est mon boulot, tu vois, c'est mon boulot, je fais ça tous les jours. Et ça, je vais te montrer un autre truc, tu vois, mais. Non, je vais te dire ce que ça veut dire. Ça. Là, j'ai quelle main, là? Je vais te dire ce que ça veut dire, ça. Je vais te dire ce que ça veut dire, ce geste. La position du boss. Non, alors ça, descends la caméra. là, tu le fais exprès, Seb, donc ça ne veut rien dire du tout. D'accord? Mais je vais te dire un truc sur le principe de mettre les mains derrière le dos. D'accord? Quand quelqu'un met les mains derrière le dos, alors imagine-toi que tes mains sont haut derrière le dos, donc tu les croises, mais tu les mets haut derrière le dos, donc au-dessus de tes fesses, vers le bas du dos. D'accord? Ou vers le bas, genre collé à tes fesses, tu vois? Et tu mets les mains comme ça, tu es debout comme ça, tu parles avec les gens, etc. Ou tu as la main dans la poche, ou tu as les deux mains dans les poches, d'accord? Quand tu mets les mains comme ça derrière le dos, ou sur les côtés, ou dans les poches, ça veut dire un truc super puissant. Ça veut dire que tu es un homme viril, puissant, et tu as peur de que dalle, d'accord? Tu as peur de rien. Pourquoi? Parce que ça vient il y a très longtemps, depuis la nuit des temps. C'est que, on va dire, l'homme de Cro-Magnon ou n'importe quoi, tu vois, et à une époque, la sensation qu'on avait, tu vois, il n'y avait pas de fringues, il n'y avait pas de jeans, on était pratiquement à poil, tu vois. Hein? Quoi? Une toge. Oui, on était pratiquement à poil. Et l'idée, c'est que les organes masculins ont toujours été la preuve de la masculinité, de la puissance, de la force. Et donc, quelqu'un qui met ses mains vers l'arrière, tu vois, il dit, écoute, mes organes génitaux, ils sont à ta disposition, essaye de frapper, on va voir. Donc, on n'a tellement pas peur de l'autre, on s'ouvre et on s'expose. Maintenant, il y a plusieurs niveaux à ça, c'est-à-dire où tu mets les mains derrière le dos, ou tu les mets devant, tu vois, devant sur ta ceinture ou devant les couilles. C'est-à-dire, tu dis, mes mains sont basses, j'ai un peu peur, pas trop, c'est-à-dire, je me protège quand même un tout petit peu. Si quelqu'un met les mains en haut, c'est-à-dire, il a quand même peur, il se protège et il ne veut pas qu'on lui tape dans les couilles. Et donc, ce principe-là de mettre en avant ses organes génitaux, pour les hommes, hein, pas pour les femmes, mettre en avant ses organes génitaux, ça veut dire j'ai peur de rien. D'accord? Donc, quand on met les mains derrière le dos, ça montre une main dans la poche, une main sur le côté, ça montre une puissance à l'autre, mais pas possible. Et donc, si tu veux véhiculer une image de quelqu'un de solide, de fort, de puissant, tu dis, ah ouais, c'est quoi le problème? Et tu ouvres, tu vois, et que ce soit quand tu es assis ou pas. Si tu es assis, tu croises les jambes bien serrées, donc tu montres que tu te caches, tu te protèges les organes génitaux, parce que dans la tête d'un homme, les organes génitaux, c'est la chose la plus fragile et la plus vulnérable. Donc, quand tu les protèges, c'est-à-dire que tu flippes, quand tu ne les protèges pas, tu ne flippes pas. Même quand tu t'assois avec quelqu'un en face de toi, c'est où tu t'assois avec les jambes très bien croisées comme un homme, tu vois, et tu caches tout et tu mets tes mains dessus, ou tu es assis comme ça, à t'allonger en disant, je fais ce que je veux. Et cette position, que ce soit devant un homme ou devant une femme, ça montre tout. Ça montre de la puissance, ça montre de la virilité, ça montre quelque chose de solide. Et ces petits gestes-là, même si tu n'es pas solide dans ton âme, d'accord, si tu mets les mains derrière le dos ou les mains dans la poche, tu parais solide. Parce que nous, on veut paraître solide en face des gens. Tu voulais dire quelque chose, Franck? Oui, en fait, pour résumer, il faut être en blazer avec une chemise cravate, en boxer et les mains dans le dos. Non, mais pas en boxer. Non, il faut que ça paraisse tout naturel. Enlève le boxer. Ouais. Maintenant, tu peux mettre le boxer sur le pantalon. Et il y en a un qui a fait ça, il s'appelle Superman. Mais franchement, c'est le plus gros des PD de la planète, ce gars. Hein. Il se balade en collant avec un slip sur le collant. C'est n'importe quoi, ça va jamais vu. Et en plus, en rouge avec une cape. Franchement, à part la Gay Pride, qu'est-ce qu'il a à foutre Superman, ça. Mais voilà, non. L'idée, c'est de comprendre ce langage qui est non verbal, qui est
véhiculer à n'importe qui. C'est-à-dire, le fait que moi, je connais les trucs parce que j'ai lu 25 millions de bouquins, d'accord, et que j'ai eu beaucoup d'expérience dans ma vie, ça ne veut pas dire que les gens qui sont en face de moi ont lu les bouquins, d'accord. Donc, eux, ils ne sont pas conscients du langage corporel. Mais le langage corporel, il est quoi? C'est un truc naturel. C'est-à-dire, ça t'est arrivé plein de fois que tu vois quelqu'un dans la rue, tu dis, putain, c'est un truand ou c'est un connard, ou celui-là, je l'aime pas. Juste parce qu'on juge. On juge par rapport à toutes les images qu'on a eues dans notre vie et qu'on a vu plein de trucs et on arrive à notre instinct et dit ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Oh, lui, il me ment, lui, truc. Et on le sait d'une manière naturelle. Quand tu étudies le truc, tu sais exactement qu'est-ce qui correspond à quoi. Et donc, en sachant lire les autres, tu apprends aussi à donner l'image que toi, tu as envie de donner. Dire les trucs que je te dis de faire, par exemple, être debout, une main dans la poche, la main sur le côté, c'est un signe de virilité, de stabilité et de puissance. Donc, si tu n'es pas comme ça, deviens comme ça en te faisant l'image. Par exemple, quand tu marches, il y a plein de gens, par exemple, qui marchent avec le dos courbé, avec la tête vers le bas, d'accord, et avec les épaules truc. Et tout de suite, il faut comprendre que la posture que tu as physiquement, elle influe sur le moral. Par exemple, si jamais tu es déprimé, tu es stressé, tu as vraiment une mauvaise, tu vis une vraie mauvaise période, en général, tu vas marcher avec la tête vers le bas, les yeux vers le bas, les épaules resserrées et le dos courbé. D'une manière générale, c'est ça qui va se passer. Devine ce qu'il faut faire maintenant pour changer totalement d'état d'esprit en une seconde. Si tu es déprimé comme ça, vous avez, peu importe ce que vous avez dans la vie, il y a un moment donné de stress, vous allez être comme ça. Devinez ce qu'il faut faire. C'est simple, vous mettez debout, vous gonflez le torse, vous faites sortir les épaules vers l'arrière, tu regardes devant et tu souris. Et tu marches. Et je t'assure qu'en moins que de quelques secondes, ça prend 1 seconde, 3 secondes, 10 secondes, l'esprit change. Parce que la posture que tu as de déprimer vers le bas, elle te rentre dans un monde de déprime. Alors que quand tu regardes le monde comme ça et tu dis, voilà, je suis fort, ta posture, elle change ton mental. Et c'est ultra important d'être conscient de ça. Surtout quand tu es en face de gens. Tu veux montrer de la force à l'autre, tu gonfles le torse, tu te regardes devant, sans exagérer, Seb. Mais sur le principe, tu regardes sans exagérer. Parce que si tu exagères, les gens s'en rendent compte. Il faut juste avoir une bonne posture et ne pas avoir peur de ce que tu véhicules. Il faut juste être conscient de ça. Et si tu n'es pas conscient de ça, regarde-toi dans la glace. Regarde-toi dans la glace et essaie de corriger la posture. Essaie de corriger la posture en te disant, par exemple, je vais m'amuser. Qu'est-ce qu'il aurait fait Daniel? Ou qu'est-ce qu'il aurait fait ta star préférée? Par exemple, tu imagines, je sais pas, le plus grand homme d'affaires que tu respectes, tu dis comment lui, il aurait agi, ou comment il s'habillerait, ou comment ce truc. Essaie de voir l'idole de tes rêves, ou le modèle que tu essaies de suivre, comment il se tient, tu vois. Et si jamais pour toi, c'est la personne avec qui tu as envie de ressembler, fais comme lui. Il n'est pas arrivé à ce niveau-là en marchant à 4 pattes. Hein. Donc, il y a sûrement des trucs chez lui qui marchent. Mais pour ça, il faut choisir le bon modèle. Et le bon modèle, c'est plein d'hommes d'affaires qui réussent. Il y en a plein. Il suffit de regarder ces gens-là, comment ils bossent. Sébastien m'a dit qu'il faisait son bimorning dans un garage. Pourquoi tu faisais ça, Sébastien? Vas-y, Sébastien, dis-moi. Non, parce que bon, déjà, j'ai pas de place chez moi, donc je me suis mis dans mon garage. Mais j'ai répondu à Fred dans le sens où je lui ai dit toutes les grandes histoires, elles ont commencé dans un garage. Donc voilà, je me suis mis dans un garage. Les success stories ont toujours commencé dans un garage, d'après ce que j'ai vu. Mais dans ton cas, tu vas juste être garagiste. Non, je plaisante. Ouais, parce que s'il enlève le fond d'écran, tu vois, tu as le frigo, tu as la vieille crêpière en haut, tu sais. Non, je plaisante. C'est ça, c'est exactement ça. Non, mais c'est très bien, le garage. C'est très bien. En fait, ce que tu fais, c'est génial parce que tu crées dans ton garage un bureau, un espace où tu travailles. Et au final, c'est ton bureau et ça, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas mettre sa petite chemise. Tu vois, et quand tu travailles de chez toi, il faut le faire, ça. Il faut que tu aies ta pièce à toi où tu es isolé tout le temps et que les enfants ne viennent pas te faire chier et que ta femme ne vient pas te dire « Sors les poubelles !» alors que ton téléphone, je suis en plein de négociations là. Et ta femme te dit « Va sortir la poubelle, espèce de naze !» Et tu vois, tu ne peux pas négocier quand c'est comme ça. Donc, tu dois t'isoler et fermer la porte et dire aux gens avec un écriteau sur la porte. Et j'ai vécu tout ça. J'ai vécu tous ces trucs-là. Je les ai vécus. Ah ouais, parce que… Je les ai vécus. Quand tu travailles et tu es marié avec des enfants à la maison, c'est l'enfer. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé d'aller travailler dans des cafés. Parce que travailler chez soi, c'est génial d'une manière générale. C'est juste génial. Tu as tout le confort qu'il faut, tu te reposes quand il faut, tu manges bien, tu cuisines. C'est génial. Mais. L'autre qui est juste à côté, c'est ça qui est dangereux. Ah non, mais il y a toujours un côté bon et un côté mauvais dans chaque chose. Tu pourrais me dire, voilà, si je vais au bureau tous les jours, je dépense l'essence, je prends du temps, je perds du temps dans les voyages, dans les embouteillages. En plus, je dois payer un deuxième loyer. Après, je dois en faire quelque chose, ce truc-là. Je vais attirer les mondes vers moi, etc. Alors qu'on est dans le monde d'Internet, à quoi ça sert de faire tous ces trucs-là en physique? Donc, il y a plein de trucs que tu pourrais imaginer négatifs dans le fait d'avoir un bureau où travailler avec des gens.
comme bien plein de choses positives dans ce cas-là. Même chose avec la visioconférence, même chose travailler chez soi. Mais la discipline, c'est la règle. Le principe, c'est la discipline. Donc, si tu travailles de chez toi, il faut que tu fasses de chez toi un endroit où c'est ton bureau, c'est ton univers et que personne ne vient te faire chier. Et que tout le monde sache à la maison que ici, c'est ton bureau, c'est un sanctuaire et que personne ne rentre et que personne ne tape à la porte et personne ne t'embête pendant que tu bosses. Et quand tu es là-bas, c'est pour bosser. Donc, ta femme, elle ne peut pas venir dans ton bureau quand tu travailles dans une société. Imagine ta femme, tu travailles dans, je sais pas moi, dans n'importe quelle grosse boîte et tu as un petit bureau à la con où tu es dans un open space. Ta femme fait chérie, va descendre la poubelle. Ça ne peut pas exister, ça. Chérie, je peux aller jeter du lait en rentrant. Ça ne peut pas exister dans la vraie vie. Tu vois, et donc, d'un travail dans un bureau. Donc, à la maison, ça doit être pareil. Et en vrai, que tu travailles à la maison ou pas à la maison, ça ne change pas grand-chose. À partir du moment où tu as ton emplacement à toi, tu comprends? Donc, cette discipline est importante de savoir ce que tu veux faire, ce que tu veux véhiculer, où tu veux travailler. Il n'y a pas de mal de travailler chez soi à partir du moment où tu arrives à faire la séparation entre la vie de famille et le travail. Tu arrives à faire cette séparation, tu seras heureux de chez toi, il n'y a pas de problème. Parce que c'est top, franchement, c'est top. Pourquoi aller se faire chier à avoir un bureau juste pour avoir un bureau, quoi. Le bureau, tu l'as de partout. Hein. Aujourd'hui, tu es dans un monde où Internet, c'est la base, tu vois, et rien ne t'empêche d'être dans un café et de faire une réunion Zoom avec ton téléphone portable. Rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche d'être dans un café, faire la prospection téléphonique. Rien ne t'empêche de faire des vidéos dans un café. Rien ne t'empêche de faire quoi que ce soit. Je comprends. Donc, l'idée de travailler de chez soi, ce n'est pas un problème du tout. C'est même super bien. Hein. Super bien. Mais juste fais ta discipline. Je pense que tu l'as fait, Sébastien. Les amis, 9h31. Question, j'ai fait trop de monologues aujourd'hui. C'est à cause de ma barbe. C'était sur un coup de tête ou c'est prémédité? Ouais, c'est un coup de tête. Ouais. D'accord. Peut-être. Je vais te dire la vérité. Je passe une vraie mauvaise période personnelle depuis un an. Et j'ai décidé de mettre fin à cette période difficile, tu vois. Et ce matin, hier soir à 1h du matin, c'est une crise, hein, c'est une crise. Je dis, je veux tout changer, donc je change ma gueule. Je change d'état d'esprit. Tu vois, comme ça, tu changes de posture, tu vois. C'est une renaissance. Ça passe par là, ouais. Ça passe par là, ouais. C'est une renaissance. Ouais, c'est ça, ces petits changements que j'essaie de mettre dans ma vie de tous les jours. Tu vois, le gym, le sport, la diète, le travail dur. Ces trucs-là, ces routines qui font que j'arrête de penser aux conneries, tu vois. Donc, ce changement-là, ça me change mon visage déjà, donc je me reconnais même plus. Donc, c'est très bien, surtout que quand l'ancien visage, il t'a amené tellement de souffrance. Donc, changer de visage, ça va t'amener une autre souffrance peut-être, mais une autre, pas la même. Et donc, en changeant mon visage devant la glace, ça me change mon état d'esprit. Bon. Comme la posture de tout à l'heure. Après, il faut faire des efforts dans ta tête, tu vois, pour être capable de le faire. C'est vraiment difficile, c'est sûr. Et pourquoi je l'ai fait à 1h30 du matin? Parce que je ne dormais pas. Donc, je pète les plombs et ça fait 4 jours que j'ai des insomnies, voilà, et obligé de le faire. Donc, ou tu as la discipline, tu as le courage de le faire, ou tu ne le fais pas et tu descends doucement dans les enfers et après, tu ne vas plus remonter, c'est fini. Donc, il faut prendre vraiment le taureau par les cornes et dire, voilà, c'est pas fini la vie, c'est tout, c'est juste une connerie et voilà, ça s'arrête et on change. Mais après, quand c'est à l'intérieur de ta tête, à l'intérieur de ton cœur, tu peux pas faire grand-chose, c'est pas contrôlable tout ça. Et tout le monde passe des moments difficiles dans la vie. La question, c'est comment tu fais pour les surmonter, comment tu fais pour te relever, comment tu fais pour… Comment ? Il faut laisser le temps au temps. Exactement, mais le temps, il faut le laisser, c'est une certitude. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'entre-temps qui est difficile. Le temps, c'est sûr, c'est le remède à quasiment 100% des problèmes, sauf si c'est des problèmes d'argent. Mais le temps, c'est important. Mais le temps, c'est le temps. Donc, si ça dure un an, pendant un an, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais être déprimé pendant un an? Est-ce que je vais y penser tout le temps, etc., etc. Donc, si jamais tu veux sortir de ta merde, de cet engrenage de mauvaises pensées ou de pensées négatives, il faut changer des trucs. Changer des trucs. Dans les fois, tu n'as pas la discipline, donc tu laisses longtemps le truc tourner et jusqu'à un moment où ça te fait tellement mal qu'il faut absolument que tu exploses ou tu sautes par la fenêtre. Donc, comme je n'ai pas envie de sauter par la fenêtre parce que je suis juste au 7e étage et il y a plus de danger que je ne meure pas que je meurs. Parce que c'est quoi la différence de sauter du 20e étage et du 1er étage? Tu connais la différence? Quelle est la différence? Quand tu sautes du 10e étage, tu fais ah! Et quand tu sautes du 1er étage, c'est boum! Ah! Et donc, l'idée, c'est que si j'ai une chance de m'en sortir, j'ai pas envie de sauter du 7e. Parce qu'on sait jamais. Tu vois, imagine, tu te balades toute la vie avec 2 jambes cassées. Malheureusement, c'est arrivé à plein de gens. Hein. Ouais, c'est ça. Et je suis pas con, tu vois. Ouais, j'ai pas envie. Donc, non, bon, c'est juste des conneries pour dire là maintenant, mais non, je suis pas dans cet état d'esprit du tout. Sauf à un moment donné, ça fait tellement mal, tu vois, que c'est insupportable. Donc, tu dois faire des gros changements radicaux. Et si c'est pas radical, c'est comme la clope. Tu vas arrêter la clope
il faut que tu arrêtes net. Point. Tu ne peux pas dire, non, je diminue ma consommation. Parce que C'est impossible. c'est impossible parce que tu auras toujours un paquet de clubs sur toi, tu auras toujours des potes à côté de toi, tu auras toujours le même réflexe. Donc, où tu fais le changement radical et après tu te fights pour que le changement radical prenne place dans ta tête, ou tu ne le fais pas. Par exemple, faire le régime tel que je le fais maintenant, je pourrais vous montrer, celui qui veut, je lui envoie par SMS.